Le corpus que je vous propose dans le cadre de ce CRAC concerne l'analyse de l'activité d'un collectif d'accompagnateurs d'enseignants dans le cadre d'un programme académique de l'Académie de Versailles, le programme Territoire apprenant. Je vous propose une analyse en 3 temps. D'abord, situer ce programme académique dans son contexte scientifique et institutionnel. Ensuite, contextualiser le corpus. Et enfin, vous proposer une analyse interne de l'activité du collectif d'accompagnateurs d'enseignants dans le cadre théorique du cours d'action. Je filerai tout au long de cette présentation cette thématique du CRAC qui est celle de l'implication des acteurs, de leur statut et de leur légitimité à la fois ressentie et construite. Alors, pour ce qui est du contexte scientifique d'abord, c'est un programme de, de recherche et d'accompagnement qui s'inscrit en sciences de l'éducation et de la formation, mais aussi dans une approche héritée de l'ergonomie de tradition française, qui prend l'activité comme objet théorique central, et qui implique en termes de méthodologie un double recueil de données, à la fois des observations et des captations vidéo, et des entretiens d'autoconfrontation. Le cadre théorique, je l'ai dit, est celui du cours d'action, donc une anthropologie cognitive située, développée notamment par Jacques Theroux, qui emprunte à de multiples disciplines en termes de connaissances mobilisées, l'anthropologie, la psychologie, la linguistique, les neurosciences, les sciences cognitives, et qui a deux visées, à la fois comprendre les situations de travail pour les transformer. Donc c'est un programme de recherche à la fois empirique et technologique. Un petit détour sur cet objet théorique central qui est la notion d'activité, qui est envisagée comme une totalité. Prenons un cycliste. Son activité, elle est située. Donc là, il s'agit d'un cycliste qui pédale dans les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Elle est dynamique, c'est-à-dire qu'elle se modifie sans cesse en fonction à la fois des contextes et de l'intention de l'acteur. Elle est cognitive, elle manifeste des connaissances et elle en construit à chaque instant. Elle est incarnée, elle est donc indissociable en fait d'un vécu corporel. Tous ceux qui ont déjà tenté de monter à vélo les pentes de la Croix-Rousse le savent. Elle est cultivée, elle se déploie à partir de préconstruits culturels. Donc là, le cycliste il roule à droite. Et elle est subjective, elle donne lieu à une expérience singulière pour l'acteur. Tout ceci mis bout à bout fait que l'objet théorique activité est envisagé comme un objet biface qui est à la fois qui comprend à la fois une face visible constituée des actions d'un acteur, de ses verbalisations et dont un observateur extérieur peut rendre compte, et puis d'une face invisible dont seul l'acteur peut rendre compte, qui est constituée à la fois de ses perceptions, de ses intentions, de ses connaissances, et elle est prise, l'activité, dans un jeu de contraintes à la fois objectives et subjectives, qui génèrent des tensions et des dilemmes avec lesquels l'acteur doit composer à chaque instant pour pouvoir agir en situation de manière à la fois efficace et efficiente. Alors le contexte institutionnel, c'est celui d'un partenariat entre la DAFOR-CARDI de l'Académie de Versailles et l'IFE-ENS de Lyon. Ce programme a défini 12 territoires dits apprenants qui sont à géométrie variable, à la fois des circonscriptions, des écoles, des réseaux d'éducation prioritaires, des communes et des réseaux d'établissements structurés autour d'un objet. Dans le cadre du plan stratégique de l'Académie de Versailles qui vise à repenser finalement la politique de formation en prenant en compte l'échelon local et en engageant tous les personnels dans une culture du développement professionnel sur le temps long, en les inscrivant à la fois dans des collectifs et dans des organisations structurées autour de cette question de l'apprentissage et du développement sur le lieu de travail. C'est dans ce contexte-là que l'ADAFOR-CARDI a sollicité l'expertise de la chaire UNESCO, former les enseignants au XXIe siècle, portée par Luc Ria, pour concevoir ce programme académique et participer à la fois à l'accompagnement de ces 12 territoires et à un travail de recherche sur les dispositifs de formation locale que ces territoires construisent.
Le travail a consisté d'abord à définir au sein de chacun de ces territoires une cellule locale d'accompagnement professionnel, donc en tout 12 cellules locales d'accompagnement professionnel, à la fois intercatégorielles, structurées en fonction d'un objet prioritaire de formation sur le territoire et adossées aux instances locales. Et c'est avec ces cellules locales d'accompagnement professionnel que s'est déployé finalement ce programme de recherche-formation. Alors, pour situer maintenant le corpus CRAC à l'échelle de ce vaste programme académique, donc il s'agit d'analyser l'articulation collective des activités des membres des CLAP à deux échelles, à la fois à l'échelle académique, lors de ces regroupements de CLAP, et puis à l'échelle locale, sur 3 territoires sur les 12, qui sont à la fois donc une commune, une circonscription et un réseau. Le travail donc a constitué à analyser finalement ces configurations singulières et de ces formes récurrentes d'activités collectives à ces deux échelles pour les modéliser et essayer de contribuer à définir des dispositifs de formation sur site qui soient à la fois efficaces et efficients. Alors le corpus CRAC, c'est un corpus qui est issu du travail mené dans une circonscription qui a pour projet de construire un espace de vidéo-formation dédié aux gestes professionnels de médiation des enseignants. Et la cellule locale d'accompagnement professionnel de cette circonscription rassemble les membres de 2 groupes de travail, un groupe de travail en neurosciences affectives et cognitives et un groupe de travail en didactique, pour accompagner justement des enseignants volontaires autour de ce travail sur leurs gestes professionnels. Alors le travail avec les membres de la CLAP a donné lieu à la construction d'un contrat de collaboration explicite en amont, qui s'est construit progressivement sur la durée du programme académique. Donc, qui sont les membres d'abord de ce collectif, donc à la fois les membres de la CLAP, qui sont des pilotes, des formateurs et des enseignants, un chargé de mission innovation de la Cardi de Versailles et les 2 chercheurs accompagnateurs de l'IFE. Qui se sont donc d'abord rencontrés à plusieurs reprises la première année du programme académique, ce qui a permis de présenter le cadre théorique, les outils et les méthodologies proposés par les chercheurs pour construire ou enrichir le dispositif de formation sur site. Et puis, une première rencontre en octobre 2019 sur la circonscription a permis de contractualiser la collaboration. Et cette contractualisation, elle a permis de définir des objets de travail partagés. Donc cette question du dispositif de formation sur site, avec un objectif commun d'enquête sur les activités de ces accompagnateurs et sur leur modalité d'articulation, avec en perspective la visée de transformation de ces situations d'accompagnement. Ensuite, la coopération a été bornée explicitement, donc un début en octobre 2019 et une fin en décembre 2020. Les contraintes inhérentes à la recherche ont été acceptées librement par les participants, c'est-à-dire l'idée que cette recherche allait donner lieu à des captations vidéo et à des entretiens d'autoconfrontation ensuite. Et cette acceptation libre concerne à la fois les membres de la CLAP, mais aussi les enseignants qui participent à ce dispositif d'accompagnement de vidéoformation. Et enfin, ce contrat de collaboration, il comporte des règles explicites de déontologie, donc qui sont à la fois la confidentialité des données, la possibilité pour les acteurs de les contrôler, donc de voir un petit peu voilà, quelles sont les données recueillies, comment elles sont exploitées, comment elles sont analysées, et puis d'avoir un droit de regard sur cette analyse. Et enfin, une explicitation des conditions de rupture de contrat, donc la possibilité pour les acteurs de se retirer du contrat à tout moment. Ensuite, donc, à l'issue de cette rencontre de contractualisation, ont eu lieu 2 recueils de données en décembre 2019 et en février 2020. Un retour à la fois individuel et un retour collectif est prévu à partir de l'analyse des données pour envisager ensemble, de manière collective, les modalités de restitution à l'échelle académique. Alors,
Le corpus, il s'inscrit dans une séance de vidéoformation, donc ce qu'ils appellent dans cette circonscription un vidéolab, qui était consacré à la thématique de l'autonomie des élèves et qui rassemblait à la fois donc, ce collectif d'enseignants qui participent à ce dispositif d'accompagnement, donc une quinzaine d'enseignants volontaires, qui se sont filmés et qui ont proposé en amont des vidéos de classe autour de cette thématique. Et puis ce jour-là, certains des membres de la cellule locale d'accompagnement professionnel, un directeur d'école, une IEN, un PEMF et une FAREP, une formatrice éducation prioritaire. Le corpus s'inscrit à la toute fin de cette réunion, au moment où les échanges tournent autour de la prochaine réunion, du travail à mener pour préparer cette réunion et de l'ordre du jour de cette prochaine réunion. Donc cette réunion a été enregistrée et ensuite des entretiens d'autoconfrontation ont été menés avec plusieurs acteurs, à la fois des acteurs de la CLAP et des enseignants. Le corpus ne comporte que 3 extraits de 3 entretiens d'autoconfrontation avec le directeur de l'école, l'IEN et la formatrice éducation prioritaire. En termes méthodologiques, l'entretien d'autoconfrontation est vraiment conçu comme une co-construction entre le professionnel et le chercheur, où il s'agit de documenter ensemble l'expérience, le vécu immédiat de l'acteur à chaque instant de son activité. Donc un contrat est passé avec le chercheur sur la nécessité de suspendre toute analyse pour essayer de se resituer dans son activité et d'identifier ensemble ses composantes. Donc ce travail de verbalisation est ensuite traité en donnant le primat à l'intrinsèque, c'est-à-dire que on a finalement deux types de corpus, un corpus qui est lié aux interactions pendant la séance de vidéolab et un corpus des verbalisations pendant l'entretien d'autoconfrontation, et on entre dans le traitement via les verbalisations pendant l'entretien d'autoconfrontation. Avec cette hypothèse que finalement, quand un acteur doit rendre compte de son expérience, il découpe spontanément cette expérience en unités significatives pour lui. Par exemple, pour B, le directeur d'école, dans le corpus proposé, qui est une séquence de ce vidéolab d'1 heure et demie, eh bien, il y a 3 unités d'action qui sont significatives pour lui. D'abord, le fait que, insatisfait, il propose de poursuivre sur l'autonomie à la prochaine séance. Ensuite, l'idée qu'il coupe la parole à C pour la donner à A, une enseignante, parce qu'il est convaincu qu'elle donne une clé. Et ensuite, troisième unité élémentaire d'action, très intéressé par la proposition de A d'aller filmer les élèves, il propose de se fixer cet objectif de captation pour le prochain Vidéolab en reformulant sa question autour de l'apprendre. Voilà, donc 3 unités élémentaires, et ensuite les questionnements du chercheur et tout le traitement des données consiste à essayer d'aller identifier les composantes de cette reliées à cette unité élémentaire. C'est-à-dire que, prenons par exemple l'unité élémentaire numéro 2. B coupe la parole à C pour la donner à A, convaincu qu'elle donne une clé. L'idée, c'est d'essayer de comprendre quel est l'ancrage perceptif qui a généré cette action. L'ancrage perceptif, c'est que B a entendu A qui chuchotait avec sa voisine à propos d'aller voir du côté des élèves. Et si ce chuchotement a fait signe pour lui, s'il y a prêté attention, c'est parce qu'il avait comme préoccupation centrale d'approfondir avec les enseignants ce thème de l'autonomie, qu'il avait comme attente le fait qu'il fallait que ce soit les enseignants eux-mêmes qui choisissent le thème du prochain Vidéolab, donc il observait plutôt à ce moment-là les enseignants, et que en tant que formateur et en tant qu'enseignant, il sait que c'est très compliqué d'observer les enfants au travail, or que c'est une clé pour évaluer l'autonomie des élèves. Et donc ces 3 éléments, ces préoccupations, ces attentes et ces connaissances, son référentiel, conditionnent finalement son ancrage perceptif qui va donner lieu à une action à un moment donné. Et cette action elle-même, elle construit des connaissances. Ici, sur cet extrait, ce qu'on appelle donc l'interprétant, il n'a pas été identifié dans les verbalisations. Alors, ce traitement de données, il permet de reconstituer finalement la carte mentale
des acteurs et de positionner leur posture d'accompagnateur. B, sur ce corpus, il est plutôt accompagnateur en tant que pilote des interactions. Son ancrage perceptif, du coup, est plutôt tourné vers les enseignants, et en particulier ceux avec lesquels il interagit. En termes de référentiel, alors sans chercher à être exhaustive, pour lui, les éléments essentiels, c'est qu'il est compliqué d'observer donc les enfants au travail, je l'ai dit. Or, il considère que la parole des élèves donne des clés de compréhension énormes sur cette question de l'autonomie et qu'ils sont capables de formuler eux-mêmes des manques, des besoins, des attentes. En termes de préoccupation, la préoccupation saillante, c'est qu'il cherche à mettre au jour les mécanismes et les points de blocage de l'autonomie du point de vue des élèves. Et donc, en termes d'attente, cette suggestion d'aller filmer les élèves que fait A à ce moment de la réunion, eh bien pour lui, c'est une opportunité pour aller s'appuyer sur ces vidéos et définir de manière plus précise l'autonomie, en particulier les stratégies cognitives que les élèves doivent développer pour construire cette autonomie dans les apprentissages. M, l'IEN, elle est plutôt dans une posture d'observatrice des interactions. Et du coup, son ancrage perceptif va à la fois donc, sur les enseignants qui vont prendre la parole, mais aussi sur les autres, ceux qui sont plus effacés, qui écrivent. Dans son référentiel, il y a l'idée que finalement le Vidéolab est un espace d'échange de pratiques entre enseignants. C'est l'élément saillant de son référentiel à ce moment donné. Et en termes de préoccupation, elle cherche à prendre en compte l'hétérogénéité du groupe, tout en n'imposant aucune démarche, en laissant les enseignants la trouver seuls. Ces attentes se tournent davantage vers la possibilité d'engager les autres enseignants dans cette démarche d'aller filmer les élèves, d'aller prêter attention à la parole des élèves, grâce aux vidéos que A proposera à la prochaine séance. Enfin, C est accompagnatrice plutôt dans l'ajustement des interactions, ce qui fait qu'elle prête davantage attention aux interventions de B, à ce qu'il propose, à ce qu'il suggère. Dans son référentiel, on trouve aussi des éléments liés à son expérience d'enseignante et de formatrice. Et en tant qu'enseignante en maternelle, elle sait que les enfants ont des difficultés à expliciter ce qu'ils font, et en particulier l'idée qu'ils vont rester centrés, ils restent centrés sur la tâche. Il y a aussi l'idée que finalement, des questions individuelles aux élèves permettent de se rendre compte que certains élèves se créent une représentation de ce qu'on attend d'eux qui n'est pas conforme à nos attentes réelles en termes d'apprentissage. Il y a aussi dans son référentiel un diagnostic sur ce qui s'est joué pendant le Vidéolab, mais qui porte davantage sur les gestes professionnels des enseignants, tels qu'elle les a perçus dans les petites vidéos qui ont été présentées au cours de cette séance de formation. Ces préoccupations sont tournées vers l'intention d'aider les enseignants à donner à tous les élèves les moyens de l'autonomie cognitive. Et en termes d'attente, du coup, elle pense pouvoir aussi s'appuyer sur les vidéos d'élèves à la prochaine réunion, mais plutôt pour revenir sur les gestes professionnels d'explicitation. C'est-à-dire, elle considère que finalement, les enfants ne seront pas capables d'aller au-delà de la tâche, et qu'il s'agira du coup d'essayer de s'interroger sur le pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables d'aller au-delà de la tâche et comment on fait pour rendre l'activité explicite. Donc tout ce travail qui a consisté à déplier finalement l'activité de chacun permet ensuite de travailler sur la manière dont ces activités s'articulent pour identifier des éléments de convergence. Ici, la convergence se situe plutôt au niveau des principes d'accompagnement, c'est-à-dire laisser les enseignants choisir leur démarche. Ensuite, les encourager à observer les élèves et les inciter, sur ce moment précis du corpus, les inciter à poursuivre plutôt sur ce thème de l'autonomie plutôt que d'en choisir un autre. Ce travail permet également d'identifier des complémentarités entre ces différents accompagnateurs. D'abord, des complémentarités sur la manière dont ils ont évalué, de manière diagnostique, la séance qui s'est déroulée. Avec, du côté de B, une évaluation qui porte plutôt sur cette question de la définition de l'autonomie,
qui n'a pas été clairement posée. Du côté de M, une évaluation diagnostique plutôt sur la manière dont les enseignants s'approprient cet espace de formation. Et du côté de C, une évaluation diagnostique qui va plutôt sur les gestes professionnels qui sont présentés par les vidéos proposées par les enseignants et qui sont très contrastés et qui pour certains relèvent plutôt de la surautonomie ou pour d'autres plutôt du surétayage. Enfin, cette confrontation des cartes mentales des acteurs permet aussi de pointer des éléments de divergence qui sont essentiels pour comprendre cette complémentarité entre les accompagnateurs. Et ces divergences portent plutôt sur des stratégies d'accompagnement, avec du côté de B, plutôt un objectif de formation qui porte sur la définition de l'autonomie, définir quelles sont les stratégies motivationnelles, cognitives, métacognitives qui sont nécessaires à l'autonomie dans les apprentissages, et donc plutôt un objectif de formation autour d'une définition de l'autonomie comme moyen. Du côté de C, un objectif de formation qui porte plutôt sur l'identification des gestes professionnels d'étayage pertinents pour rendre les élèves autonomes. C'est-à-dire le soutien organisationnel, le soutien procédural, le soutien cognitif, voire le soutien affectif et psychologique, avec cette fois-ci l'autonomie définie plutôt comme, en tant qu'objet de formation, définie plutôt comme but. Des divergences dans les stratégies d'accompagnement qu'on comprend mieux à la lumière des référentiels de l'expérience de ces deux formateurs qui n'ont pas le même vécu dans leur rapport à la parole des élèves et notamment dans leur capacité, la capacité des élèves à verbaliser leur activité d'apprentissage. Alors voilà pour cette analyse très brève de ce corpus. Quelques mots de conclusion pour faire le lien entre cette thématique de l'implication des acteurs et ce travail de recherche sur les collectifs de travail et de formation en intermétier. D'abord, le travail mené dans le cadre de ce programme pointe un certain nombre de potentialités de ce type de configuration. La richesse de ces configurations collectives est pointée par tous les acteurs du programme Territoire apprenant. La richesse dans ce qu'elle peut apporter de complémentarité autour d'un problème professionnel partagé et défini collectivement. Ensuite, on identifie des transformations dans l'articulation des activités collectives, mais qui restent encore à qualifier, des transformations encore à qualifier pour cette étude. Des limites aussi, c'est-à-dire qu'on mesure toute la fragilité de ces espaces de travail et de formation en intermétier, une fragilité qui est liée d'abord culturellement à une institution qui est très marquée par des relations verticales, où l'horizontalité se construit sur le long terme, et ensuite parce qu'on est tous guettés dans ces espaces collectifs par un repli sur des normes professionnelles qui sont les nôtres, qui sont celles de chaque métier, et qui peuvent venir nuire à l'équilibre fragile de ces collectifs. Une tension aussi dans les temporalités, un temps très long nécessaire à ces constructions interpersonnelles et intermétiers, et puis un temps très court du turnover dans notre institution. Ensuite, des leviers notamment l'identification de la richesse d'une construction collective sur la base des différences d'expertise, des différences de points de vue, à condition que ces expertises soient connues et reconnues par chacun. Et une complémentarité des échelles, des espaces et des formats de formation, c'est-à-dire que finalement ce sont dans les rencontres à l'échelle académique entre les différentes CLAP et des temps d'échange en intra et en intermétier qu'ont pu se construire cette connaissance et cette reconnaissance des expertises de chacun et qui ont permis de tisser à nouveau frais des alliances pour repenser ensuite à l'échelle locale la coordination des acteurs dans l'étude des problèmes professionnels définis. Voilà, merci de votre attention.